Bonjour chers élèves de première, donc on se retrouve pour ce B donc du grand 2. Là je vous avais dit la dernière fois que la République finalement elle s'impose de manière symbolique dans l'espace avec des repères qui vont être très forts, très marqués. N'empêche que quelque part les symboles ne suffisent pas. C'est finalement on le vérifie tout le temps, il faut des actions concrètes. Et ces actions concrètes, ça va être donc les grandes mesures républicaines, certains éléments qui sont constitutifs encore de notre fonctionnement en tant que pays, qui sont mis en avant finalement à cette époque-là. Alors il y en a quatre en tout. Il y a le suffrage universel masculin, les libertés fondamentales, la scolarisation et la loi de séparation de l'Église et de l'État. Alors ça par contre, pour la dernière, la loi de séparation de l'Église et de l'État, je me le garde pour le grand 3. Parce que là, c'est une loi qui est un peu plus tardive finalement que la plupart des autres. Elle date de 1905. Et si elle date de 1905, c'est parce que justement, elle est une conséquence finalement du donc elle est une conséquence de l'enracinement de la République. C'est le fait que la République soit extrêmement bien enracinée qui permet de finalement faire passer cette loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est la conséquence, donc je me le garde pour le grand 3 où on verra un peu la fin de la période de cette Troisième République. Alors, on va donc commencer par le suffrage universel qui est fondamental. Donc le suffrage universel masculin. Là, vous avez une peinture qui est extrêmement connue, qui est celle d'Alfred Brantôme, qui est le suffrage universel de 1891. Effectivement, ça va être la base de ce régime-là. Et il instaure finalement un rituel que vous connaissez. Je pense que vous avez déjà accompagné vos parents finalement à l'isoloir. Et que bon, peut-être certains d'entre vous sont impatients de pouvoir aller voter. Et effectivement, c'est des règles qui ont très très peu changé. On a cette culture du bulletin du vote secret, avec l'isoloir, avec le passage finalement devant les assesseurs et l'urne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être fondamental et qui va permettre finalement d'imposer la République. Parce que là, pour le coup, c'est un vrai suffrage universel qui concerne toutes les élections et notamment la plus importante de l'époque, qui est celle de l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'effectivement, donc, les gens ont vraiment conscience d'être défendus par leurs députés. Et notamment, donc, vous avez des députés qui vont être extrêmement célèbres, hein, c'est les hommes les plus connus de la République à cette époque-là, comme par exemple Léon Gambetta, qui est l'un des grands républicains finalement de cette époque-là. Alors, je vous donne son discours, donc, qui est le document 3 pages 127. La République sortira triomphante de cette dernière épreuve et le plus clair bénéfice du 16 mai sera pour l'histoire d'avoir abrégé de 3 ans, de 10 ans, la période d'incertitude et de tâtonnement à laquelle nous condamnaient les dernières combinaisons de l'Assemblée nationale élues dans un jour de malheur. Ça y fait référence à la première Assemblée nationale, celle de 1871, celle effectivement qui avait été royaliste dans un contexte désastreux. Que dis-je? Le destin, quand la seule autorité devant laquelle il faut que tous s'inclinent aura prononcé, ne croyez pas que personne soit de taille à lui tenir tête. Ne croyez pas que quand ces millions de Français, paysans, ouvriers, bourgeois, électeurs de la libre terre française auront fait leur choix et précisément dans les termes où la question est posée, ne croyez pas que quand ils auront indiqué leurs préférences et fait connaître leur volonté, ne croyez pas que lorsque tant de millions de Français auront parlé, il y ait personne, à quelque degré de l'échelle politique ou administrative, qu'il soit placé, qui puisse résister. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. Ça, c'est un discours qui s'adresse aux électeurs, finalement, mais c'est un discours qui s'adresse finalement surtout aux adversaires de la République, et notamment au président MacMahon, qui était royaliste et tentait effectivement de ne pas accepter les urnes, le résultat des urnes. Ça, effectivement, on va y mettre un terme. Et les Français ont vraiment l'impression d'avoir leur destin en main. C'est ça qui est relativement important et qui fait qu'il y a un certain attachement à ce régime. Donc effectivement, c'est un régime qui convient à l'écrasante majorité des Français, puisque tous participent, n'est-ce pas? Tous, on est bien d'accord. Tous les Français participent, Français, pas françaises, puisqu'effectivement, comme vous le savez, il faudra énormément de temps avant que les femmes puissent voter. On est l'un des pays finalement qui sera le plus tardif sur la question, puisque ce sera fait qu'à sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un débat qui existe. C'est pas, il y a des suffragettes, parfois moquées,
souvent même moqués, mais bon, qui défendent un juste combat et qui incarnent une force démocratique non négligeable, hein. Mais elles sont présentes dans les associations, comme on le verra, dans les syndicats. N'empêche qu'elles n'ont pas le droit de politique, elles sont encore considérées comme d'éternels mineurs. Pour des raisons un petit peu particulières, bon, on a une société qui est fondamentalement sexiste, hein, fondamentalement machiste, mais on a aussi la crainte pour les députés les plus progressistes que les femmes soient plus tentées de voter pour les conservateurs, notamment pour les partis de l'Église. Donc ça fera qu'on va retarder constamment le moment où les femmes pourront voter, même si souvent ça passera à l'Assemblée, mais pas au Sénat, qui est plus rural, plus conservateur et moins finalement disposé à donner le droit de vote aux femmes, alors que pourtant dans la majorité des pays occidentaux, on le fera bien avant la France. Alors, les autres dispositions, c'est ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Ça aussi, c'est ce qui va permettre d'enraciner la République. Donc il y a une première batterie en 1881 avec la liberté de la presse. On est dans l'âge d'or de la presse, notamment parce que c'est le média dominant et que la scolarisation fait que quasiment tout le monde va savoir lire. Ce qui va poser une très très grande différence par rapport au régime d'avant où beaucoup de Français ne savaient pas lire. Là, on a effectivement un accès total à la lecture, à l'écriture, avec une multitude de journaux, puisqu'il n'y a pas la concurrence de tous les médias d'aujourd'hui. Les journaux, c'est le média fondamental. C'est celui par lequel tout passe, toutes les informations. Donc il y a toujours un retard d'ailleurs d'une journée finalement pour la plupart des nouvelles. N'empêche que c'est quand même extrêmement finalement répandu en France. C'est aussi le média par lequel passent tous les romans. Je pense que vos profs de français vous l'ont peut-être dit. Il y a énormément de romans qui vont être publiés en feuilleton via les journaux. Parce que c'est un média de masse. Et c'est un média qui permet une pluralité d'opinions. Il n'y a aucune loi sur la censure. D'ailleurs, il y a des unes de journaux qui pourraient nous faire frémir aujourd'hui, qui peuvent être complètement antisémites, racistes, sexistes. Mais évidemment, on est dans un régime de totale liberté, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais ça, on le reverra un peu plus tard dans l'affaire Dreyfus. L'autre liberté qui est extrêmement importante, c'est la liberté de réunion, la liberté de manifestation finalement, qui est permis par, là aussi, en 1881. C'est extrêmement important, puisque là, les Français ont le droit de manifester, ont le droit de se réunir, tant que c'est signalé à la préfecture. Bon, actuellement, on n'a pas le droit, mais bon, ça, je pense que vous le savez, les circonstances sont un petit peu spécifiques. D'ailleurs, il ne faudra peut-être pas que ça dure trop longtemps, puisque bon, c'est un peu le problème de ce genre d'état d'urgence, que ce soit sanitaire ou sécuritaire, c'est que bon, si ça dure trop longtemps, ça peut servir de prétexte pour renier certains droits fondamentaux. Alors, il y a une autre série de lois, par exemple en 1884, on a la liberté de se syndiquer. Donc on autorise les syndicats à finalement donc exister, à défendre les travailleurs. Donc les premiers syndicats qui se forment, comme par exemple la CGT, ça c'est une affiche extrêmement célèbre donc, du début du XXe siècle de la CGT qui demande la réduction des horaires de travail, avec l'idée qu'une idée encore favorisée par la plupart des syndicats aujourd'hui, c'est que les courtes journées permettent de diminuer le chômage et ça assure la bien-être, la santé du travailleur et favorise le salaire. Ça va aussi lutter contre l'alcoolisme et la fatigue. Bon, là par contre, effectivement, c'est peut-être pas complètement lié, mais on a cette idée effectivement qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est que la courte durée du travail permettrait de mieux vivre. Et c'est une idée qui, comme vous le savez, suscite encore aujourd'hui des débats. En 1884, on a aussi la liberté de divorcer. Bon, ça peut être vu de manière négative, mais ça permet effectivement d'éviter un certain nombre de mariages malheureux. Le divorce est maintenant autorisé. Et en 1901, on a la liberté d'association. C'est la loi de 1901, elle est extrêmement importante, même encore aujourd'hui, puisque si vous participez à des associations, notamment de manière active, ou si vous créez des associations, vous dépendez toujours de cette loi, la loi de 1901. Elle n'a quasiment pas bougé. À l'origine, elle a été aussi faite pour combattre finalement les congrégations religieuses, qui était une autre forme d'association que la République estimait concurrente. C'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut voir les lois sur la scolarisation. Puisqu'effectivement, on est à la grande époque où la scolarisation devient gratuite, laïque et obligatoire. Là aussi, on a quand même une petite mutation cette année, puisque actuellement, avec les mesures sanitaires, la scolarisation, elle est donc sur la base du volontariat.
L'école de la Troisième République, elle est extrêmement connue, parfois fantasmée comme une école où l'autorité du maître règne. Là, vous avez donc ce qu'on appelle les hussards noirs de la République, qui sont les instituteurs qui sont envoyés dans toute la France, qui sont formés selon les mêmes modalités de concours partout. Il y a donc une classe d'une région qui doit être relativement riche quand même, parce que dans les premiers temps, les classes des fois sont vraiment désorganisées et se réunissent dans les corps de ferme, on n'a pas forcément de table, etc. Là, on est déjà au début du XXe siècle, on a vraiment l'école traditionnelle que certains regrettent, avec les écoliers en blouse, avec leurs écritoires, leurs bureaux individuels, la carte de France avec probablement l'Alsace et la Lorraine marquées finalement de noir pour ne pas oublier la perte de ces deux régions pendant la guerre. La morale sur le tableau noir destinée finalement à remplacer la morale religieuse par une morale laïque, puisqu'effectivement, cette école de la République, elle vise quand même beaucoup à combattre l'influence de l'Église. C'est la volonté de la loi Ferry de 1882. C'est que les écoles primaires vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Là, c'est montré qu'on ne lutte pas contre la religion. Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 1850, en ce qu'elles donnent au ministère des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées. Donc là, on retire finalement aux prêtres la charge d'éduquer la nation. Article 4. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. Elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père de famille lui-même ou par toute personne qui l'aura choisi. Là, quelque part, vous voyez que ça a très très peu changé. Finalement, le seul changement qu'on a, c'est que l'instruction obligatoire, elle est passée maintenant à 16 ans et que souvent elle commence à 3. Ça va permettre de réduire considérablement le travail des enfants. Ça va donner quand même à l'écrasante majorité des Français le minimum de bagage culturel et intellectuel qui est nécessaire pour vivre en démocratie, puisque ça permet quand même de décoder un peu plus les messages que les différents candidats vont envoyer. Ça, c'est la grande œuvre donc, de Jules Ferry, c'est pour ça qu'il est le plus connu, avec ses magnifiques favoris. Je pense que je ferai ça quand la quarantaine sera terminée, si je me laisse pousser trop la barbe. Cette école-là, elle est finalement pas extrêmement différente en termes de programme de la nôtre. On a l'instruction morale et civique, lecture, écriture, la langue et les éléments de la littérature française, la géographie, l'histoire, particulièrement celle de la France, éléments de sciences naturelles, physique et mathématiques, éléments du dessin, modelage, musique. Bon, on voit que la part scientifique a un peu grandi dans nos sociétés et évidemment on a l'ajout des langues étrangères qui n'était pas du tout une priorité à l'époque. La seule différence, par contre, entre garçons et filles, puisque souvent on a école de garçons d'un côté, école de filles, ça va durer extrêmement longtemps. Je pense que d'ailleurs dans vos villages, vous avez peut-être des exemples. D'ailleurs, on voit effectivement cet enracinement de la République avec souvent la mairie qui est accolée finalement aux écoles. Ça, c'est par hasard, c'est aussi pour dire finalement que l'apprenti citoyen passe à l'école avant d'arriver à la mairie et finalement et de voter. On est aussi finalement dans une école qui est dans une situation favorable, puisque avec la croissance économique, on est dans une période où l'ascension sociale est possible, où l'école offre un message très positif, puisque la plupart des parents ont l'impression que ça va permettre à leurs enfants de mieux réussir. Il y a quelques parents qui regrettent de ne plus bénéficier de cette main-d'œuvre. Souvent, dans beaucoup de régions rurales, à partir de juin, juillet, il n'y a plus d'élèves parce qu'ils sont partis faire de la poisson. N'empêche que dans la plupart des cas, cette loi, les lois sur l'école, elles sont plutôt bien acceptées. En tout cas, au moins pour leur partie gratuite et obligatoire, puisque ça permet finalement vraiment de scolariser tous les enfants et de leur donner plus de chances de réussir. Donc la seule différence entre garçons et filles, c'est que les filles, elles font de la couture, et les garçons, ils font de la gymnastique. Et la gymnastique qui a parfois une forme un peu militante et militaire. Donc voilà, on a vu que finalement, donc cette république-là, elle s'est imposée dans l'espace symbolique, mais elle s'est imposée aussi de manière concrète, finalement, par des grandes mesures qui sont encore des choses qui sont valables aujourd'hui. Donc la dernière partie de ce cours-là qu'on fera bientôt, ça va être finalement le fait que cette république, elle va s'engager, elle va s'affirmer, ça on l'a vu, mais elle va s'engager dans un certain nombre de combats, l'affaire Dreyfus et la loi de séparation de l'Église et de l'État, par exemple. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine fois.